Bienvenue dans le balado Autour du fleuve. Mon nom est Julie. Il y a quelques années, j'ai changé de métier pour devenir capitaine de bateau d'observation des baleines sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai découvert un écosystème naturel fascinant, mais j'ai aussi découvert l'écosystème des gens du fleuve, celles et ceux qui y sont profondément attachés et qui ont des histoires captivantes à raconter. J'ai eu envie de créer un espace où déposer tous ces récits de passionnés. Le podcast Autour du fleuve était né. Avec mon ami Simon, lui aussi capitaine de bateau et cofondateur de la compagnie de croisière aux baleines du fleuve, on s'est assis avec des passionnés du Saint-Laurent et on les a écoutés nous raconter leurs histoires, leur amour pour le fleuve. Ce podcast est une invitation à connaître, à aimer et à protéger ce fleuve qui nous traverse, nous imprègne et nous relie. Présenté par Tourisme Côte-Nord et du fleuve, bonne écoute! C'est tellement impressionnant comme manifestation de vie, le bruit, la grandeur, tout ça ensemble. Là, on ne se lasse pas de vivre à côté de ces bêtes-là. Aujourd'hui, on reçoit Hugues Durocher. Hugues, c'est un peu le doyen des capitaines dans le milieu des croisières aux baleines, dans la région de, mettons, entre Tadoussac et les Escoumins. Hugues, tu fais ça depuis 1982, donc bien avant que les croisières aux baleines deviennent l'activité populaire qu'elles sont aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui et je pèse mes mots. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment, ouais, pour moi aussi. Là. J'avais hâte qu'on fasse cet épisode-là. Vraiment. On a déjà enregistré plusieurs épisodes du podcast et c'est drôle parce que dans la majorité des épisodes, je pense, ton nom finissait toujours par revenir à un moment donné, Okay. Notamment quand on parlait du côté de la passion en fait qu'on a pour le fleuve et du côté addictif que ça a, le fleuve, puis le contact avec les baleines notamment. On est un peu fascinés, nous, que tu fasses ce métier-là depuis aussi longtemps et on a plein de questions à te poser là-dessus. 45 ans de croisière aux baleines. Là. C'est Quand intense. même. Oui, puis c'est non-stop. Là, j'ai manqué aucune saison. Ouais, c'est ça, c'est fou. Hein? C'est fou. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé cette activité? Ben, en fait, c'est une longue histoire. Là. Les premières baleines, moi, que j'ai vues, c'était en 73. Il y a un de mes voisins qui s'était acheté un chalutier pour la pêche à la crevette. Il l'avait hiverné vers Anne-Verchères, dans ce coin-là. Puis on l'avait réparé le printemps, puis on est descendu le fleuve pour aller faire la pêche de Matane à Sept-Îles. Puis en descendant, ben, j'ai vu les premières baleines, là, des souffles. Je ne peux pas dire si c'était des communs ou des bleus à l'époque. Là, c'est les premières baleines que je voyais. Alors, ça m'avait fasciné beaucoup. Puis suite à ça, je me suis ramassé dans l'Angava. On a fait des rivières là, successivement, 2 étés de suite. Un été, la Moisie, de Shefferville à Moisie, près de Sept-Îles. Puis l'été d'après, Shefferville-Coudjouac. On s'est trouvé à traverser le Québec entre Sept-Îles puis la baie d'Angava. L'ancienne route là, des coureurs des bois, des Inuits et tout, le terrain de chasse d'hiver. Tu faisais ça comment? En canot? On l'a fait à petit canot. Okay. On a des voyages d'1 mois. Puis là-bas, j'ai eu un travail. J'ai travaillé 5 ans. À Coudjouac, c'était l'implantation des bœufs musqués pour le Nouveau-Québec, pour la péninsule de l'Angava. Puis on avait beaucoup de temps de loisirs. Je regardais continuellement les cartes. Puis le coin ici, ça me fascinait beaucoup. L'embouchure du Saguenay avec le Saint-Laurent, je trouvais que c'était une conjoncture hydrographique là, par excellence. Puis je rêvais de venir habiter le coin quand je laisserais le Nord. C'est pour te dire comment que c'est. C'était pas directement planifié pour l'observation des baleines, mais d'avoir de l'activité, je trouvais que c'était un beau terrain de jeu, là, le secteur ici. Puis c'était dans les années 70? Oui, j'ai été à Coudjouac là, entre 74 et 81. Okay. Quand je suis revenu en 81, c'est ça, j'avais acheté un petit lot de terre là, aux Escoumins. Ben, à la limite, je dis Escoumins, en fin de compte, c'est plus Longrive. Là, c'est juste l'autre côté de la ligne d'Escoumins. Puis de là, ben, je faisais un peu le bois l'hiver, là, le bois de pulpe, la pêche à morue. Puis, il y avait l'auberge dans le temps, l'auberge de Sautomouton qui fonctionnait à plein régime. Là. C'était très populaire. Il y avait ici Tadoussac, puis il y avait Sautomouton qui marchait beaucoup. Puis mon voisin, il travaillait là, était directeur, puis je l'avais emmené quelques fois à la pêche. Il m'avait dit, ton activité, là, il dit, je pourrais te rentabiliser ça, moi, cette pêche-là. Puis
C'est pêche à la morue? C'était la pêche à la morue. Il y avait encore de la morue à cette époque-là. OK. Puis, il y avait des colonies d'oiseaux, là, les petits îlets, il y avait une épave. De temps en temps, une baleine qui arrivait. Fait que tout ça ensemble, ça faisait une sortie. On appelait ça pas une excursion baleine, on parlait d'excursion en mer. OK. Ça comportait tous ces volets-là. En fait, la pêche, les oiseaux, l'observation de la nature et tout. Puis il y avait l'épave du Sainte-Adresse, la fameuse épave. Là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, pas de mon temps, ça. C'était un bateau, ça, qui s'en allait à Terre-Neuve. Qui s'en allait à Terre-Neuve. Une grosse tempête du nord-est. Ses moteurs ont manqué en 63. Puis il est échoué tout près des îlets boisés. En fait, il est juste à l'est là, de l'île la plus à l'est. Quand l'eau est claire, c'est calme, on le voit encore de la ferraille dans le fond. Mais à l'époque, on voyait toute la structure qui sortait de l'eau. Puis ce bateau-là, l'histoire, c'est qu'il était chargé de bière. Il s'en allait livrer une cargaison à Terre-Neuve pour le temps des fêtes. Ah ouais. Puis le fait qu'il est échoué là, il y a du monde qui se sont construits des campements sur l'île, puis ils allaient chercher à marée basse la bière et tout. Ils revendaient ça. Ça a l'air que cet hiver-là, là, ça a pris un coup pas mal sur la côte. Ça, c'est justement pour ça que toi, tu t'es bâti là, j'imagine. Ouais, ben, c'est parti de j'ai échoué là. J'ai échoué après le bateau. Il y a de la bière pas chère. Il y a de la bière pas chère aussi. Faut juste aller la chercher un petit peu. Mais... Ouais, c'est ça, là. Elle a bien vieilli à date. Celles qu'on trouve sont encore bonnes. Puis la pêche à la morue, tu faisais ça à la ligne avec les touristes? Ouais, on avait des cannes à pêche, on traînait, on avait une douzaine de jiggers. Moi, j'avais ramené du Nord ce qu'on appelle un freighter. Freighter, c'est les gros canaux qui servaient à ravitailler les postes de traite. Les gros bateaux qui arrivaient de la Hudson Bay, tout ça, ils échouaient dans l'eau profonde, soit à Baie-du-Thon, Baie-d'Angava. Puis pour monter les postes plus haut dans les rivières, c'était des gros canaux. Les premiers, c'était à l'aviron, mais à la fin, l'arrière était tronqué, puis ils mettaient des hors-bords là-dessus. Puis ça pouvait charger au-dessus de 2 tonnes, mais ça passait dans un pied d'eau. Fait que c'était pratique pour remonter dans les terres. Fait que moi, je m'en étais ramené un que j'avais retrouvé, que j'avais refait la toile et tout. Puis c'était avec ça que j'avais commencé à la pêche. On peut embarquer quand même une dizaine de passagers là, dans ces bateaux-là. Puis ça prenait bien la vague aussi? Ça prenait bien la vague. Puis le fait que de chez moi, il y a quand même une batture qui a 1 mille de long. Fait que, tu sais, je pouvais pas sortir à marée basse, mais j'étais quand même capable de passer à peu près 8 heures de temps, là. Quand elle avait monté, disons, 2 heures, puis avant qu'elle recommence à baisser les 2 dernières heures, là, j'étais capable de sortir puis rentrer, là. Tu avais comme un 4 heures que tu pouvais pas... Ouais, 4 heures que j'étais pas capable. Ça arrivait qu'on faisait prendre des fois, on lâchait l'ancre au large, puis les gens relevaient les pantalons, ils revenaient dans l'eau aux genoux, là, sur la terre ferme, là. J'allais te demander d'ailleurs, c'était quoi principalement les baleines qui fréquentaient le secteur dans ce temps-là? Ben, il y avait beaucoup plus de bleus puis de communs. Les baleines à bosse, on n'en voyait pas. J'ai vu les premières baleines à bosse début des années 90. Ouais. Mais avant ça, là, c'était très, très rare. On voyait un cachalot de temps à autre. Mais des bleus, à l'époque, là, il y en avait une trentaine facilement. Puis je dirais commun, là, minimum une cinquantaine. Peut-être des étés 60 et plus. Wow. C'était en troupeau. Quand on voyait des communs, là, c'était souvent 10, 12, 15 ensemble, les jets un après l'autre. Là, c'était vraiment impressionnant. Oui, oui. On n'en voit plus. Hein? On a vu ça un petit peu en 21. Je ne sais pas si tu viens. Moi, j'ai commencé en 2018, 2019, 2018, 2019, 2021. Là, il y en avait encore ça a pas été mal. Bon. Il y a eu des groupes là, cet été-là de 8-10. Là, ça faisait penser un peu à ce temps-là. Puis il y avait 8-10. En tout cas, on peut en parler pour juste un épisode complet. Là, mais c'est cette saison-là, puis ces dernières saisons-là, là, des 8, 10, 12 communs, puis des 8, 10, 12 boss à la même place. Oui, 2, 3 boss, souvent, on passait tout droit, on cherchait les gros groupes, le troupeau, là, c'était plus impressionnant. Ouais. Puis là, c'est d'avoir justifié au client de dire on va pas regarder ces baleines-là, on va aller voir les autres. Puis les gens sont mais mais sont belles ceux-là. non, mais vous allez voir. Attendez de voir. Ouais. Ah, c'est sûr, puis quand on revenait, la plupart du temps, les gens n'étaient pas déçus. Non. Donc, c'était pas comme ça au début, c'est ça? Non, les baleines à bosse, les shows de bosse, là, il n'y avait pas ça. Par contre, voir des grosses bleues en alimentation qui sortaient la moitié de la gueule hors de l'eau, puis tu voyais tous les sillons en trop, c'était assez impressionnant. Et donc, dans ce temps-là, les compagnies de croisière aux baleines n'existaient pas? Ça a décollé tranquillement. Jean Roger, ici...
Puis ça, Jean-Roger, ben, il avait eu son histoire là, qui était un peu malheureuse. Là. Il y a un mort là-dedans. Là. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu parler. C'est quelque chose. Ben, il était avec une gang l'auberge, puis c'était début décembre, je crois, début décembre 84-85. Les gens voulaient aller faire un tour à l'île Rouge, mais ils sont partis à 2 chaloupes, dont une était à voile, qui n'ont pas réussi à partir le moteur. En tout cas, une s'est rendue, mais l'autre a dérivé. Fait que là, l'autre qui fonctionnait, ils ont essayé de le récupérer sans succès. Ils sont revenus, ils ont encosté à Bergeronne, puis là, il était tard l'après-midi. Rendu début décembre, il fait noir de bonheur. Ouais. Les recherches ont été juste faites le lendemain. Puis, il était rendu entre le Bic puis les îlets Boisés, à peu près au large. Ça avait dérivé beaucoup dans la nuit. Puis, ça avait été une nuit froide, là. C'était en bas du 0, avec du vent et tout. Puis, le lendemain, là, ils ont retrouvé, mais malheureusement, il y avait un des passagers qui était décédé. L'hypothermie. Suite à ça, les règles de sécurité ont augmenté beaucoup. C'était pas une mauvaise chose qui augmente la sécurité, là, dans le fond. Disons qu'ils ont peut-être été un petit peu téméraires, mais... Ça faisait partie de l'aventure, l'auberge et tout. Dans ce temps-là aussi, c'était plus comme ça. Oui, c'est ça. C'était plus l'aventure. Puis les gens venaient pour vivre ça aussi. Il y a eu un concours de malchance là, qui a fait que ça a mal tourné. Ouais. Fait que ça, c'était la première année d'une compagnie de croisière. Il commençait. Puis il y avait les barques à rames aussi, avec c'était Daniel Lefebvre. Il faisait des tours sur le Saguenay en barque à rames. Okay. Ça, c'était une des activités. Puis après ça, ben, tranquillement, ça a commencé, là, les plus gros bateaux. Là. Fait que là, c'est des passagers qui payaient, dans le fond, pour embarquer dans une chaloupe. Oui. Pour ramer. Pour faire le Saguenay. Ah, ouais, compte courant, tu sais. Mais c'était écologique hein, comme activité. On devrait ramener ça. Oui. C'est ça, ça a commencé tranquillement comme ça. Puis les grosses compagnies, c'est arrivé fin des années 80. Là. 80? Oui. Quand même, c'est quand même tôt. Je pensais que c'était plus tard que ça. Il y a quand même une certaine popularité aussi, je pense, qu'il y avait peut-être moins dans ce temps-là. Tu sais, les croiseurs aux baleines, puis toute cette popularité-là de la faune marine existe plus, j'ai l'impression, qu'avant, que dans les années 80-90. Oui, c'est vraiment plus connu. Avant, c'était une petite chasse gardée, tu sais. Tu parlais de baleines à Montréal, à Québec. Les gens savaient à peine qu'il y avait des baleines dans le Saint-Laurent, à part les biologistes, les capitaines de gros navires qui les voyaient. Mais la population en général n'était pas consciente des baleines dans le fleuve. Ouais. Tu penses-tu que ça a changé la popularité des baleines ici depuis qu'il y a plus de baleines à bosse? Je croirais que oui. Les baleines à bosse, mettons, sont plus spectaculaires. Oui, c'est sûr. Sont plus spectaculaires, puis dans le fond, c'est pas une espèce menacée. Les bleus, c'est rendu que c'est à prendre avec des pincettes. On aime bien ça dire à nos gens, c'est une baleine bleue, mais il faut rester à 400 mètres, puis les gens comprennent ça. S'il y avait une baleine noire qui venait, c'est sûr qu'on resterait loin. Les gens, habituellement, sont assez compréhensifs, sauf que de bien la voir, puis de voir une queue, puis de la voir sauter et tout, bien, ça, les baleines à bosse, ils nous l'offrent, ce spectacle-là, puis on n'a pas peur de les approcher. Quand on les attend, ils nous sortent des fois à 10 mètres du bateau. C'est comme si c'était ça qui nous avait mis sur la map, un peu. Là, oui. Les 20 dernières années où est-ce qu'il y a plus de baleines à bosse, même si ça fait des années qu'il y a des vrais, pas des vrais, mais des communs, des bleus et tout ça, là, les 20 dernières années, l'espèce de migration, c'est ça qui nous a mis sur la map. Oui, à l'international, encore plus. Oui, ça a bien complété. Disons que Tadoussac, je dirais que ce qui a fait leur popularité entre 90 et au début des années 2000, c'était peut-être le troupeau de communs. Tu avais un 20-30 commun qui était régulier ici, entre le Haut-Fond-Prince, la 55, la 51, qui fréquentait cette zone-là, puis qui était régulièrement là-dedans. La 55 et la 51 sont 2 balises maritimes qui servent de repères de navigation au large de Tadoussac. Ça, c'était quand même assez spectaculaire aussi, voir apparaître ça. Mais à un moment donné, quand on a commencé à les perdre, bien, c'est sûr que les boss, ils ont vraiment pris avantageusement la place. Oui, une chance. Sinon, on n'aurait plus grand-chose. Non, bien, c'est ça. C'est ça. On a une question qui nous brûle un peu les lèvres pour toi, Hugues. Ta passion semble intacte depuis toutes ces années que tu fais ce métier-là. On en a déjà parlé avec Simon. Quand on t'entend sur la radio, sur les bateaux l'été, on entend encore ton émotion dans la voix, ton enthousiasme. Comment tu expliques ça?
Ben, disons que c'est pas évident à expliquer. Ben, une chose qui est sûre, c'est que ça m'a un petit peu sauvé la vie, ces baleines-là. Ah ouais? Ah ouais? Ben, à un moment donné, tu sais, moi, j'avais une jeune famille, puis là, je comptais travailler sur un petit lopin de terre, à vendre du bois, faire de la pêche, mais le bois, ça a comme... ils ont arrêté de le cueillir, les journaux, tout ça, ça a disparu. Le bois, pour la pâte et papier, c'est un commerce qui a pratiquement disparu. La morue a disparu, ce que je faisais aussi. J'en pêchais, j'en vendais un peu et tout. Fait que ça a disparu. Puis finalement, c'est comme les baleines qui sont arrivées qui m'ont comme sauvé la peau, là, qui m'ont permis de continuer à avoir un travail. Fait que, dans le fond, c'est peut-être pour ça que je suis resté autant attaché à ces bêtes-là. Ouais. Puis j'étais déjà quand même curieux de nature. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. On a tous les contes de Moby Dick en tête, de jeunes enfants, tout ça. Puis c'est quelque chose de mystérieux. C'est tout ça ensemble, je pense. Mais j'ai l'impression qu'au-delà du travail, tu sais, j'ai l'impression que tu as encore cette c'est quoi le mot que je cherche? Mais c'est comme de fascination, comme tu as dit, mais l'émerveillement. Tu sais, encore, tu sais, c'est au-delà du travail. Parce que, tu sais, j'en connais des capitaines, des croiseurs baleines qui font ça pour la job. Tu sais, puis que la baleine est plate, puis des affaires. Mais tu sais, toi, c'est pas ça. C'est, tu sais, même les baleines qui sont plates, t'es aimes pareil. Tu sais, t'as pas perdu cette flamme-là. Oui, ben, je trouve ça toujours impressionnant. C'est une manifestation de la vie qui est tellement intense que tu peux pas rester indifférent à ça. Tu sais, des fois, moi, ça a beau faire longtemps, mais s'il m'arrive une baleine là, qui me sort, que je l'attends pas... à 15-20 mètres en arrière du bateau, tu sais, je viens encore, je fais le saut, puis j'ai le frisson sur les bras. Là, meilleur feeling, c'est tellement impressionnant comme manifestation de vie, le bruit, la grandeur, tout ça ensemble. Là, on se lasse pas de vivre à côté de ces bêtes-là. Mais c'est inspirant, ça, parce qu'on en a parlé souvent avec Julie, de voir ça, cette émotion-là que tu as dans la voix encore maintenant. On dirait autant que c'est inspirant que c'est quasiment troublant parce qu'on se dit, ça veut dire qu'on va faire ça encore pendant 45 ans. On risque de se faire piéger aussi. Mais je pense qu'on s'en parle, toi et moi, sur la radio souvent. Tu sais, des fois, on a des moments difficiles, là, des semaines et des semaines de brouillard, on voit plus de baleines, tout ça, puis on a un beau spectacle. Puis j'ai souvent ce réflexe-là, surtout quand c'est sur les ondes, de dire, c'est pour ces moments-là qu'on fait encore ça. On fait encore ça. On doit avoir une mémoire sélective. On garde les meilleurs moments. C'est souvent ça. Les moments les plus durs, on dirait qu'ils existent juste pour valoriser les beaux moments. Puis qu'une fois qu'il y a des beaux moments, ben c'est ceux-là qu'on garde. Les moments beaux sont encore plus beaux parce qu'on l'a eu difficile avant ou des fois. C'est ça. Puis l'émerveillement des gens aussi autour de toi, tu sais, ça touche aussi. On n'est pas insensible à ça aussi. Absolument. Moi, je pense que le jour où j'ai vraiment réalisé ça chez toi, cette passion intacte que tu avais, c'était la première année où j'étais capitaine, où j'avais vécu cette expérience de voir 3 baleines à bosse qui ont sauté dans les airs 120 fois. Et encore, c'est quand j'ai arrêté de compter, là, 120. Ça se passait d'ailleurs devant chez vous. OK. Puis que le lendemain, je me souviens, tu m'as appelé sur la radio. Puis tu m'as demandé de passer sur un autre canal où on n'allait pas déranger les autres. Puis tu m'as demandé de te raconter ce que j'avais vécu la veille. OK. Puis j'avais trouvé ça hyper touchant parce que je savais déjà à ce moment-là, on se connaissait pas, mais je savais que tu faisais partie des plus anciens capitaines. Puis je me souviens que j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis encore vraiment beaucoup de passion. Puis je sentais que tu étais content pour moi que j'ai vécu ça ma première année parce que c'était quand même quelque chose d'incroyable à vivre. Puis je me souviens d'avoir réalisé... Marqué au fer rouge. Moi, ça a été mon introduction dans le monde des baleines. Je peux plus en sortir maintenant. Mais ce qui m'a marqué de cet échange-là, c'était vraiment ça, de sentir que de l'émerveillement, ne serait-ce que dans le fait que je te le racontais. Puis j'ai vraiment senti que ta passion là-dedans. C'est beau à voir, c'est beau à entendre. C'est le fun de partager les ondes avec toi. Ça me fait plaisir de... Puis à chaque année, on pense que c'est la dernière année, parce que même toi, je pense que tu le dis. Je le dis tout le temps. Puis, tu sais, là, les gens me disent tu prends pas la retraite encore cette année, mais j'ai encore du plaisir. Puis je me dis, l'an passé, l'été s'est bien passé, je vais en entreprendre un autre. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait que je suis plus confortable là-dedans, ça sera toujours temps d'arrêter. Mais pour l'instant, ça va. Puis, c'est une belle façon de passer l'été, je trouve, sur l'eau autour de ces baleines-là, avec des gens en vacances et tout. C'est ça. Parce que
si j'ai le droit de le demander, t'es rendu à quel âge? Moi, je vais avoir 75 cet été. Ah ouais. Je suis né en 50, juillet 50. OK. Oui, c'est 50. Ouais, t'as encore de belles années de capitaine devant toi. Vous venez de mentionner les moments un petit peu moins faciles sur le fleuve, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir des frayeurs sur le fleuve ou, mettons, des moments vraiment plus compliqués? Ben, moi, les moments les plus difficiles que j'ai vécu, c'est quand j'étais à bord de mon freighteur. Là. C'était quand même une embarcation qui était limitée. C'était pas un bateau ponté, ça. C'était pont grand ouvert. Souvent, quand on partait, je disais aux gens, faites attention, là, s'il y a une baleine qui vient sortir près du bateau, c'est souvent votre réaction qui peut être plus dangereuse que la baleine elle-même. Des fois, il sortait une bleue, puis elle soufflait assez près du bateau, puis là, les gens étaient tous portés à se tasser de l'autre côté du bateau. Fait que là, le bateau venait arranger de même. Je leur disais, restez à vos places, puis tassez-vous pas tous du même bord, parce que c'est plus dangereux que la baleine. Je suis content de ne pas avoir à vivre ça. C'est clair. Mon Dieu, Seigneur. Il y a des fois aussi qu'on partait, il faisait beau, mais que le vent prenait. Puis pour revenir sur le haut fond, là, la batture, qui a quand même un bon kilomètre, c'est un 1000 marin, en fait, c'est 1,5 kilomètre. Là, c'est quand tu arrives sur le bout de la batture, puis que les rouleaux cassent là-dessus, là, il y avait une zone. Une fois que tu étais sur le banc, ça allait, c'était plus calme. Mais la bordure de la batture, avec les grosses vagues du large, là, c'était quand même spécial à passer, ça, avec le canot. Fait que je suis toujours revenu avec tout mon monde, là, mais il y a des fois que... On avait les fesses serrées, mettons. Là. T'as pas eu d'accident grave? J'ai pas eu d'accident, non. Ah J'ai jamais eu d'accident grave. J'ai été chanceux. Puis l'expérience aussi dans le Nord et tout. On a quand même, avec les Inuits, des fois... tantôt, je parlais des premières baleines que j'ai vues sur le chalutier. Mais quand j'étais à Coudjouac, j'ai pas participé, mais j'ai assisté les Inuits qui allaient chasser le beluga. Ah, ben oui. Puis eux, c'était dès que la glace partait, puis c'était quand même les conditions limites. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, un des vieux là-bas avec qui j'avais été à une chasse au beluga, il y avait une délégation qui faisait le tour des communautés pour voir comment ça se passait au niveau touristique. Puis il était venu justement à Bergeronne, début des années 2000, pour voir comment on travaillait avec les baleines. Puis un des vieux bonhommes, c'était un que j'avais connu dans le Nord. Il m'avait fait connaître les belugas. Puis finalement, on était allé lui montrer une bleue. Il avait été assez impressionné. Pas le même gabarit. Non. Un beluga adulte mesure entre 2,5 mètres et 5 mètres, alors qu'une baleine bleue peut mesurer jusqu'à 33 mètres. Dans le Nord, avec les Inuits, tu as fait de la chasse au beluga, mais... Ben, j'ai pas vraiment fait, mais tu sais, je les accompagnais. Parce qu'ici... Toi, quand tu as commencé, quand tu t'es installé ici, il y en avait encore de la chasse au beluga? Il n'y avait pas spécialement la chasse, mais tu sais, il y en a peut-être encore qui chassaient, là. Mais j'en ai pas vu, moi, de la chasse ici. Mais les gens, des fois, couraient un peu après beluga. Là. Il n'y avait pas trop de réglementation. Ouais. Mais je pense que tu avais une loi de pêche océan qui était interdit de chasser ou d'harceler une baleine, un cétacé. La chasse, ça aurait peut-être fini, tu sais, 70. Moi, je suis arrivé dans le coin. En réalité, là, je m'étais acheté un petit lopin en 76, mais je suis retourné dans le Nord. Je suis arrivé au début des années 80, puis la chasse était pas mal terminée. J'ai regardé le documentaire là, de... Perrault? Ouais, sur... ben pas pour la suite du monde, là. L'autre, à propos des frères Otis. La chasse, OK. Lance au Basque. Lance au Basque. Qui est des pilotes, là, justement. Oui. Ça, c'est les frères Otis, là. C'est Rosaire puis Henri. Oui. Qui vont à la chasse au beluga, puis c'est des images graphiques. Là, on parle de quelle année, à peu près? Ben, c'est ça, je pense que ça devait être des années 70. Ça doit être pas mal 70. Ça a été colorisé. Ça a été colorisé, là. C'est quand même en couleur, mais... Tu vois que ça date, là, quand même. Je sais pas si je l'ai vu. J'avais vu celui de Lilo Cook, là, qui n'attrapait un pour aller le porter au zoo de New York, je pense. Ah ouais? Ouais. T'as pas vu ça? Moi, j'y allais chez les Otis, chez la famille Ligori. Puis moi, quand j'étais avec l'auberge, je travaillais sur les excursions en mer l'été, mais l'hiver aussi, je faisais ski de fond, traîneau à chien. On traînait une grosse tente prospecteur. Moi, j'avais le traîneau, puis je faisais monter un passager à bord à peu près à toutes les heures pour casser, puis les autres suivant ce qu'ils font. Puis le soir, on montait un campement avec le poêle et tout. Puis lui, il me fournissait en carcasse de loup marin. Il chassait encore le phoque. Puis il prélevait les filets, les parties tendres, puis le reste des carcasses,
Ils jetaient ça, fait que moi, ils m'en vendaient pour nourrir mes chiens de traîneau avec ça. Ah, c'est vrai? Ouais. La viande, dans le fond, qui C'était la meilleure viande qu'il n'y avait pas pour les chiens de traîneau, sûr, ça. Tellement gras. Les loups marins. Calorique. Ouais. Puis la peau aussi? Les peaux, ils vendaient encore à l'époque. Ils vendaient les peaux puis le gras. Ils faisaient fondre le gras ou ils vendaient rond. Je sais pas juste comment qu'ils les mettaient en marché. Là. Puis tantôt, tu parlais de la chasse au beluga avec les Inuits. Comment ça se passait, ça? Les belugas, où est-ce qu'on était? Là? Nous, la ferme du Vieux Chimo, au Mi'kmaq, au Mi'kmaqautik, c'est l'endroit où vit le barbu. Il appelait le barbu. Des fois, il faisait des jokes, il parlait de moi, mais c'était surtout l'animal, le bœuf musqué, qui a du long poil jusqu'à terre. Ça s'appelait au Mi'kmaq, l'animal barbu. Puis, ça, c'était sur le bord. C'est l'ancien poste de traite de la Hudson Bay de Fort Chimo qu'on appelait. Puis quand les militaires ont occupé entre 40 et 50, il y a eu beaucoup d'Américains. Ils avaient formé une base avec une piste d'atterrissage un petit peu plus haut que les îles, ce qui est le Coudjouac actuel. Fait que, tranquillement, les gens avaient abandonné le vieux poste de traite puis sont tout allés dans le Coudjouac actuel, où est-ce qu'il y avait la piste d'atterrissage. Fait que le vieux site, il y avait encore des bâtiments et tout. Fait que c'est pour ça qu'on avait installé la ferme des bœufs musqués là. Puis jusque-là, c'est encore de l'eau douce. Des fois, les grosses marées, il y avait des marées de quand même 10-12 mètres là, à Coudjouac. Puis les belugas remontaient la rivière. Puis quand il y en a qui apparaissaient, bien, le mouche passait, puis là, il y avait plusieurs canaux du village qui venaient pour les chasser. Puis moi, il y avait une famille inuite qui travaillait avec nous sur la ferme. Puis lui, ben, c'est sûr que manger du beluga forêt, ça l'intéressait. Fait que souvent, il me disait, viens-tu, on prenait un break, on laissait les travaux de la ferme, puis on partait pour aller chasser un beluga. Ah ouais. Comme le caribou, c'était la place où les plus grosses arbres de caribou passaient, là. Dans les années 80, là, il y a eu au-dessus d'1 million l'arbre de caribou de George River. C'était la plus grosse arbre au monde. Puis ça passait à chaque bord de la ferme. On avait des enclos pour les animaux. Puis ça traversait le fleuve Coudjouac. Bon, on disait la rivière, mais en fait, c'est un fleuve. C'est assez gros quand même. Ça doit être un genre de fjord ça. même. Et est-ce que tu as déjà goûté du beluga? J'ai goûté au moktok qui appelle la peau. Là. La peau, c'est avec le gras. Disons que c'est des choses que tu vas apprécier quand tu es dans le milieu, dans cet environnement-là. Tu sais, tu as passé 2 heures à naviguer au frais, au froid. Des fois, il pleut, c'est bien juste qu'il neige pas. Fait que tu viens transi, tu as froid. Tu vas manger un morceau de gras, tu manges ça, puis 20 minutes après, tu sens la chaleur que ça t'apporte. Fait que tu vas l'apprécier, mais je ne sais pas si je l'apprécierais sur une terrasse là, à 30 degrés. Là. C'est une autre histoire, mettons. Ça va avec le contexte. Ça va avec le contexte, exactement. J'avoue. Il me semble vendre ça sur un menu à micro. Une petite guédille. Une petite guédille de peau de beluga. T'es sûr que ça poignerait? Moi, j'ai un autre souvenir de toi sur l'eau, Hugues. C'était en 2023, quand il y a eu une journée de 2 ou 3 anciennes baleines. Je pense que c'était la souffleuse, cocotte peut-être aussi. En tout cas, une couple de vedettes, donc d'anciennes baleines à bosse que vous voyez depuis longtemps dans le fleuve. Et j'ai senti qu'il y avait une émotion aussi chez toi, chez Yvon, chez Bernie, chez les anciens capitaines. Puis je me suis demandé, qu'est-ce que ça te fait, toi, de revoir les mêmes individus chaque année, certaines depuis, quand on parle de Siam, par exemple, ça doit faire 40 ans quasiment que tu le vois dans la région? Siam, je prétends pas être le premier à l'avoir vu, là, peut-être qu'elle venait, mais d'après ce que j'ai lu, les biologistes et tout, c'est pas mal la première qui a été identifiée dans le secteur. Mais ce qui arrive, que tout à l'heure, tu parlais de cocottes, souvent, c'est des baleines qu'on a baptisées. Les premières fois qu'ils ont été vues, on les a baptisées, puis des fois, c'était assez farfelu, la façon qu'on les a baptisées. Cocottes, à un moment donné, à la fin de la saison, le grème
je dis le GRAM, c'est pas nécessairement le centre, là, mais je veux dire, les chercheurs, Robert et compagnie, Robert Michaud, ils nous consultaient pour il y avait une épluchette souvent en fin de saison, puis on votait pour les noms. Puis Cocotte, c'était sorti parce que j'avais des Européens à bord, puis les gens étaient là, « Les Cocottes, viens plus près, viens nous voir. » C'était drôle, puis on était partis à rigoler avec ça, puis le nom avait finalement resté. Mais là, pour le justifier scientifiquement, on avait imaginé une petite cocotte de pain gris d'un côté du lobe. Puis il y avait quand même une certaine ressemblance. Puis ce qui était un peu malheureux, c'est que nous, ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'on l'avait baptisé comme ça, puis le nom roulait. D'ailleurs, il roule encore. Ouais. Sauf qu'elle a été rebaptisée Irisette, je pense, sur la Basse-Côte. Puis finalement, le nom officiel est devenu Irisette, mais Cocotte est resté pour les anciens qui la connaissent. Ouais, ça reste un nom de village. C'est ça. C'est quand même... C'est quand même son nom, là. Je pense que tout le monde l'appelle Cocotte. Là. Ouais. La grosse cocotte. La grosse cocotte. C'est vrai qu'elle est grosse. Sais-tu... je pense qu'on aime ça de se dire qu'on a une baleine. T'en aurais-tu, toi, une baleine? Ta baleine, mettons? C'est sûr que... Disons que... Je m'en suis jamais approprié ou quoi que ce soit, mais disons que Cocotte, ça pourrait être une de celles que je suis très près. Que tu as passé des bons moments avec. Des bons moments, à un moment donné, une anecdote là, qui des fois, les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé qui t'a le plus impressionné. Puis je pense que c'est celle-là, c'était justement Cocotte. Je pense qu'elle était avec Gaspard. Puis il y avait mon fils Jérôme qui était à bord du bateau avec nous autres, puis on en reparle encore quand on se voit. Il était arrivé, il avait comme soufflé chaque côté du bateau, les deux, soufflé chaque côté, puis ils se sont croisés en dessous du bateau. On les a vus comme en transparence, se croiser en dessous du bateau, puis quand ils sont sortis, ils ont breaché. Mais non! C'était, tu sais, le monde dans le bateau, là, c'était fou, c'était l'apothéose. C'est quoi qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est sûr que c'était voulu. Là, ça semblait voulu. En tout cas, c'était trop... Il y avait quelque chose, une interaction avec le bateau, c'est absolument, sûr. Puis en plus, c'est des grosses baleines. Des grosses baleines, exactement. J'imagine dans ce temps-là aussi, t'es grosse? Oui, je l'ai toujours vu grosse. Moi, dans le fond, Cocotte, là, depuis le début qu'on la voit. Là. Ouais. Toi, t'as été dans la gang qui ont vu apparaître le parc marin. Oui. Comment ça a changé dans ton quotidien, ça? Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une aire marine protégée qui a été créée en 1998. Les embarcations qui naviguent dans le parc sont soumises à des règles qui visent à protéger les mammifères marins qui fréquentent le secteur. Disons que ça a changé tranquillement. Là. Au début, moi, je faisais partie souvent des colloques, des réunions qu'on avait durant l'hiver pour trouver des façons de travailler le plus éthique possible. C'était le code d'éthique qui a été prévalent avant qu'il y ait les lois du parc. Le code d'éthique, c'était là, je dirais, de début 90 à 2000. Là. Ah oui. Il y avait Mimi Breton qui était à Pêche Océan. Moi, je l'ai connue à travers du saumon à Coudjoie, que j'avais connu là-bas. Puis elle revenait faire des rencontres, puis des réunions avec toutes les compagnies. Puis c'était un code d'éthique, puis c'était juste la loi de pêche et océan qui défense de chasser ou d'harceler, c'était le 200 mètres, puis tout ça. Puis on essayait de trouver des façons pour pas que... Dans le fond, on ne voulait pas que certains aillent plus près pour se donner une meilleure publicité à ses clients. Tu dis, on va aller avec telle compagnie, ils vont plus proche. On voulait que tout le monde respecte une certaine distance, qu'il n'y ait pas d'approche trop agressive. Puis tranquillement, ça s'est placé. Puis c'est sûr qu'il y avait toujours des nouveaux pilotes qui arrivaient à chaque année, puis quelques petits accros en début de saison, mais tranquillement, ça s'est placé, puis c'est rentré dans l'ordre. Puis c'est devenu avec le parc un règlement, mais... à cette époque-là, il y avait tellement de bateaux que je pense qu'on a compris le bienfait du pourquoi, là, finalement. La pire année qu'on avait eue, c'était l'année qui ont fait la grève parce qu'ils voulaient avoir des armes à bord. Je les comprends parce que les gardes-parcs, c'est dans l'Ouest aussi. Puis là-bas, des fois, c'était avec les grizzlies, puis avec des braconniers et tout. Puis c'était toutes les gardes-parcs? C'était toutes les gardes-parcs du Canada. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en quelle année? Bonne question. C'est début des années 2000, je pense. Je me souviens pas exactement, là. Puis
cette année-là, c'est la GRC qui était à bord des bateaux. Hey, c'était raide, ça. Il arrivait quasiment là, la main sur le gun, la mitraillette en avant. On était comme des contrebandiers. Là. Ça n'avait pas été facile, cette année-là. My God. Puis sinon, dans les capitaines, dans la manière que les croisières, les approches sont faites, est-ce que tu trouves que c'est mieux qu'avant? Y a-t-il une amélioration quand même depuis qu'il y a un parc marin puis tout ça? Il y a une amélioration, mais il y a encore du travail à faire. Des fois, il y a comme trop de monde. Là. À un moment donné, le parc revient. Vous êtes bien conscient, là, on est plus que 5 bateaux, c'est plus de 200 mètres. C'est obligé de remettre les pendules à l'air assez souvent. Quand il y a ce genre de frénésie-là. Oui. La pression qu'on a aussi d'en montrer au monde, ça fait 1h30 que tu es sur l'eau, puis là, il faut que tu rentres dans la demi-heure qui vient, puis tu vas t'essayer de faire un coup vide pour essayer de lui montrer une queue, même si c'est pas trop proche. Mais c'est toujours d'essayer de garder quand même là, ouais, ça, c'est le juste milieu. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi, au début, ça. De gérer c'est pas évident. le timing, tu sais que la baleine, elle vient de plonger, elle va pas ressortir avant 10 minutes, puis là, t'as ta croisière d'après qui enchaîne, puis c'est difficile. C'est vrai que c'est dans ces moments-là où des fois, on a des comportements qui peuvent être Ce qui est avantageux dans ce temps-là, c'est de bien connaître le comportement de certains animaux, d'essayer d'anticiper où elle va sortir. Tu sais, des fois, si tu as une bonne idée, tu vas aller te placer à part des autres, tout seul, tu as l'air perdu dans ton coin, puis elle va te sortir à côté. Mais ça, des fois, ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Ouais. Non, effectivement. C'est un peu un pari. C'est un couteau à double tranchant. Autant que tu peux avoir l'air du gars qui connaissait, que tu peux avoir l'air du gars qui connaissait. Qui a carrément manqué son coup. Qui n'a rien compris. Puis si tu as le temps de te rattraper après, ça va, mais si tu n'as pas le temps... Justifier au client, là, tu sais. Mais pourquoi on est loin? Ah non, mais vous allez voir. Puis là, elle ressort encore où est-ce qu'il y a tous les bateaux. Ah ouais, vous aviez raison, dans le fond. Non, mais vous allez voir la prochaine fois. Elle n'est pas normale, cette baleine-là doit être malade, elle doit avoir quelque chose. Tantôt, tu nous as raconté une super belle anecdote de baleine avec Gaspard et Cocotte qui avaient sauté à côté de ton bateau. Est-ce que tu as aussi des belles anecdotes avec les passagers? Les anecdotes avec des passagers. Il y avait celle du vieil Inou que je t'ai parlé, là, qui m'avait fait connaître le beluga, puis j'avais fait connaître les baleines bleues. Ouais. Mais sinon, autrement, avec des passagers, les enfants, souvent, chez les enfants, posent des questions surprenantes. Là. C'est vrai. Ils ont lu des reportages, ils ont appris des choses à l'école. Oui, puis ils posent des vraies bonnes questions. C'est ça qui est drôle, de voir des questions d'adultes puis des questions d'enfants. Là. Les questions d'adultes, c'est tout le temps la même. Là. C'était tout le temps les mêmes, 5 questions. Ouais. La profondeur. Elle plonge combien de temps? Ouais, la profondeur du fleuve. C'est gros comment? Regarde ça, puis là, si tu regardes un enfant qui va vous demander est-ce que les baleines ont des amis? T'sais? Oui, c'est vrai. Des trucs comme... Des vraies questions. C'est bon là. comme question. Ouais, les adultes, ils pensent plus à ça, mais il y a comme un âge... Il est rendu à un certain âge que on devient plate. On pose des questions très terre-à-terre, mettons. C'est ça, des chiffres. T'sais. Des chiffres, ouais, exact. Mais des trucs un peu plus funky, justement, là, ça disparaît de notre tête, éventuellement. Ouais. C'est spécial. Là. L'espèce de naïveté, l'espèce de naïveté d'enfant, là, de l'enfance. Qui est fascinant. Ouais, puis plus poser des questions aussi qui sont liées justement aux émotions. Ouais. Est-ce que les baleines, elles ressentent des choses? Est-ce que on dirait que quand on est adulte, on s'autorise plus à se les poser, ces questions-là. Est-ce que les baleines jouent? Ouais, est-ce que les baleines jouent? Ouais. Est-ce qu'elles sortent quand il pleut? Non, moi je dis tout le temps non, parce que... Il faut pas qu'elles soient mouillées. Ils ont peur de se faire mouiller. De se faire mouiller. Les classiques, les bonnes jokes. Là. Tu sais, les bonnes jokes qu'on dit à peu près 600 fois dans un été. Là. Mais que pour eux, c'est des très bonnes blagues. C'est des très bonnes blagues. Puis est-ce que des anecdotes de baleines, mettons comme ça, ton top 3 des plus belles observations de baleines? C'est sûr, quand on avait Trifon, ça, c'était quand même assez impressionnant. C'est pas que c'était... Trifon étant un cachalot. Un cachalot, un des gros mâles là, qui est venu régulièrement. Là. On l'a perdu. C'était en quoi? C'était en 2011 qu'on l'a perdu. Il s'était pris un casier de crabe dans le coin de cette île. Ouais. Il a été vu à Cap-Bon-Désir, puis il a été retrouvé à l'île Saint-Barnabé, en face de Rimouski. Ouais. Il était échoué sur la grève avec une cinquantaine de taux de cordes là, dans le mâchoire.
Mais Tellement lui, triste. il venait pratiquement à chaque été, puis souvent accompagné de groupes de femelles puis de jeunes. Quand tu arrivais, 8, 10, 12 cachalots, là, des mères avec des jeunes, là, c'était quelque chose. Ouais. Mettons, pour l'observation, une croisière de 2 heures, ça plonge 40 minutes, c'est pas facile. Là, tu es chanceux si tu le vois une fois, puis des fois, il y a une grande distance entre les deux apparitions. Mais là, on se mettait à plusieurs bateaux, puis on essayait de le prévoir, puis on était quand même assez chanceux avec ça. Mais, Il faisait bien ça, Trifon, quand même. Oui, pour un cachalot. une grosse baleine, il était impressionnant. Puis il en est revenu des cachalots, mais à peine les ont vus, tu sais. Tu vois une journée, puis il y a 2, 3 bateaux qui l'ont vu, puis il est reparti. C'est pas évident. Ouais. Moi, j'en ai vu 2 fois. Une fois en 2018 aux Îles-Boisées, puis une autre fois en 2021. Justement, il y en avait comme un groupe de 4 qui était passé. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu les vois une fois. Il faut que tu aies la mer en conséquence. Si c'est venteux du Nord avec des vagues de 2-3 mètres de haut, oublie ça. Ouais. Sinon, As-tu des histoires avec Capitaine Crochet? Capitaine Crochet, justement. Qui est un rorqual commun. Qui était un commun, qui était la femelle, quand je parlais de la célébrité du coin ici, avec les communs, les croisières de Tadoussac, Capitaine Crochet, c'était vraiment la vedette. À un moment donné, qui voulait l'appeler, qui voulait baptiser à 55 Capitaine Crochet, parce qu'elle était tout le temps dans ce coin-là. Puis elle est venue plusieurs fois avec des baleineaux. Au début, les gens, un autre baptême de capitaine, les gens ne savaient pas que c'était une femelle. Capitaine, c'est devenu Capitaine Neu, parce que quand on l'a vu arriver avec son baleineau, on a bien constaté que c'était une femelle. Mais c'était la première qui arrivait dans la saison, puis elle était vraiment régulière, puis tu était là dans le coin de la 55, puis tu étais quasiment toujours sûr de la voir. Puis une année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Elle était partie, en tout cas, elle prenait de la vitesse, puis là, on était peut-être 7-8 là, qui suivait. Mais elle s'était mise, elle roulait pas loin de, je dirais, 17-18 nœuds. Puis elle faisait un peu comme un marsouin, elle faisait des sauts, là, 3/4, là, puis elle retombait. Là. Elle avait fait ça au moins une vingtaine de fois. En tout cas, ça avait été vraiment spectaculaire. Ça, c'est fou, ça. T'en as-tu déjà vu un, j'imagine que oui, là, mais un rorqual commun breaché? Celle-là, c'était comme des sauts en long, mais c'était pas un bridge du droit, là. Okay. C'était pas une chandelle. Là, parce que toi, t'as vu ça, Simon? Non, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça, c'était 2021. OK. Puis elle sautait, mais plusieurs fois de suite, là. Tu sais, elle sortait pas à l'horizontale, tu sais. Okay. Elle sortait vraiment... C'était pas vertical totalement, là, mais un fort angle vertical. C'était un vrai breach. Un vrai breach. Puis ça ressemblait... Ça ressemble vraiment sorti de l'eau, là, un rorqual commun. Ça a l'air d'un serpent. On dirait... C'est filiforme. C'est comme un dragon là, qui sortait de l'eau. Puis, tu sais, une baleine à bosse, ça va sortir à la verticale puis tomber à plat. T'sais. À plat. Puis celui-là, il sautait à la verticale, mais il repiquait du nez. Ça faisait vraiment comme un serpent qui sautait puis qui replongeait. C'est spécial. C'est comme un petit rorqual, c'est très fin à côté. Baleine à bosse, c'est large, c'est très plus avec les grandes pectorales, ça fait toute une masse. Tandis que le petit rorqual, ça saute. C'est tout. Ça fait une petite torpille quand ça saute un petit rorqual. C'est drôle. C'est trop cute. C'est suppositoire. C'est une façon de le voir aussi. Puis le Capitaine Crochet, qui est arrivé avec son baleineau Ticroche. Ticroche, exactement. Qui est encore, qu'on voit encore. Très présent. Puis c'est ça qu'il devait faire. Puis les baleineaux. Quand vous l'avez vu avec son baleineau, ça devait être Ticroche maintenant qu'on connaît. Là. Oui. Puis Capitaine Crochet, est-ce que tu l'as vu, toi, la dernière fois qu'il est arrivé? La dernière été, je l'ai vu avant qu'on la perde. Là. Puis là, on nous disait d'en rester loin. Pour pas la stresser. Puis finalement, les biologistes ont tenté on avait fait venir des équipes et tout. Puis finalement, on l'a perdu de vue. On ne l'a jamais revu. On se demande si elle a coulé. Puis parce qu'elle était empêtrée aussi. Elle était empêtrée, c'est ça. Dans des casiers de crabes. De crabes. Oui, c'était un casier de crabes, elle aussi. Parce qu'elle avait sur le top de la tête. Oui, il y a des photos qu'on le voit sur le top de la tête. Puis ce qui les fait flotter, souvent, les rorquals, ils vont flotter, inverser le dos en bas puis le ventre en l'air.
c'est souvent les contenus stomacaux qui vont émettre des gaz, puis ça va les faire flotter. Mais celle-là, avec son empêtrement, si ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas mangé, elle pouvait être très amaigrie, puis elle n'a peut-être pas flotté, elle a peut-être coulé, puis elle restait au fond. Elle devait avoir énormément de lest aussi, là, avec toutes les cages, tout. Ça aussi. Puis ce qui fait flotter, comme je disais, c'est l'air, puis c'est le gras. Mais là, vu que c'était en début de saison, ben, elle n'était pas grasse. Puis si elle n'avait pas de nourriture, il ne s'est pas dégagé de gaz dans l'estomac. Fait que c'est peut-être ça qui explique qu'elle n'aurait pas flotté. Parce qu'on aurait dû la trouver. Tout le monde la cherchait partout. Ben ouais. Ouais, elle n'est pas partie loin, c'est sûr. Ils sont partis dans le fond. Ouais, c'est triste. Puis toi, tu l'avais vu avec le casier. Oui. Ah ouais. T'as-tu vu Tic-Tac-Toe l'année dernière? Non. Tic-Tac-Toe, j'ai entendu parler qu'elle avait été vue en début de saison, puis qu'elle semblait en mauvais état. Puis on nous a demandé de ne pas l'approcher, puis finalement, on ne l'a jamais revu dans le reste de la saison. Ouais. Tic-Tac-Toe, qui est une baleine à bosse super connue, puis qui est un peu comme Capitaine Crochet aussi. C'était une des premières tout le temps arrivées. Oui. C'est drôle aussi, il y a ça, que je viens de faire le lien dans ma tête, là, mais Trifon, qui était l'habitué souvent, qui revenait dans les premiers de son espèce, Capitaine Crochet, Tic-Tac-Toe, puis à chaque fois, il passe pas, on dirait. Ils finissent par... Ça prouve qu'il y a quand même un gros pourcentage de baleines qui meurent de cette façon-là. Puis on le réalise pas quand on les connaît pas. Mais quand c'est des baleines qu'on connaît bien, qu'on est attaché, bien là, on le réalise plus. Tic-Tac-Toe, c'est un autre qu'on a baptisé justement avec un ami qu'on a perdu, Hervé Lessard. C'est un gars de Bergeronne, le fils à Noël Lessard, qui travaillait avec nous autres au croiseur. Puis c'est lui qui l'avait baptisé. Ben, on était ensemble, on était tous les deux. On l'avait suivi au large. Je pense qu'elle nous avait fait une cinquantaine de bridges cette fois-là. On était rendu dans le bout du Secret Spot, là, à Falaise Sud. Puis, il avait remarqué qu'il y avait un gros X du côté droit. Il disait, elle a un X en dessous de la queue, on va l'appeler Tic-Tac-Toe. Puis ça a resté Tic-Tac-Toe, ça a toujours resté. Puis il n'y a personne d'autre qui a donné un autre nom. Non, celle-là, ça a été vraiment ferme, ouais. Ouais, c'est... Tantôt avant les micros, avant qu'on enregistre, là, on parlait des légendes, l'espèce de théorie de capitaine, de comment on a tout le temps notre théorie de que quand il y a un nordais, que les baleines y arrivent avec le nordais, puis... on veut anticiper nos semaines, nos saisons, voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a toutes sortes de théories avec ça. Puis à force de passer aussi des heures sur l'eau, on se donne des... On voit des affaires, puis on se dit, on n'est pas scientifique, mais on croit d'avoir compris quelque chose. Oui, bien, il y a du vrai dans toute chose. Je sais que c'est Claude-Yves, ça. Claude-Yves Dufour, un autre qui est décédé il y a quelques années, là, qui était capitaine sur le Grand Fleuve, Claude-Yves. Lui, il disait, les petits gars, là, on a du nordais, les baleines vont remonter. Ça, c'était son dicton, c'est un vieux capitaine des low-coudes. Puis on y croit un peu parce que c'est sûr que le nordais, il influence les marées. Il crée des plus grosses marées, puis... Si la bouffe est en surface, ces vagues-là, ça oxygène l'eau, puis c'est souvent du temps gris dans le nordais. Puis quand il y a du temps gris, ben, on prétend que le krill est plus en surface. Il y a plein de choses qui peuvent être liées à ça, qui sont pas bêtes. Là, de là à dire que ça marche à 100%, qu'on peut se fier là-dessus, peut-être pas à 100%, mais il y a quand même du vrai là-dedans. On a vu 2022 qui a été très difficile, suite à 2021 qui avait été du jamais vu depuis longtemps. 2021, là, c'était des troupeaux. On a revu un 30-40 commun. Il y a eu plus qu'une centaine de rorquals qui ont été identifiés dans cet été-là, des groupes de 15-20. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été vu, mais ils ont tellement été nombreuses qu'ils ont tellement tout vidé que l'été d'après, on voyait les baleines arriver ici, puis ils repartaient aussi vite, ils ne restaient pas, on ne voyait pas de comportement d'alimentation. Fait que là, cet été, qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'on a eu pendant l'hiver, on peut se poser la question. C'est toujours à revérifier, mais tout s'enchaîne, tout se suit. Ouais. Tout est lié, c'est sûr. À force de le voir aussi. Puis toi, ça fait 45 ans que tu fais ça, là, un moment donné. Il y a des trucs que tu vois, que tu commences à faire le lien. Là. Pas besoin nécessairement d'être scientifique, j'ai l'impression, pour voir les changements se passer. Toi, ça t'inquiète-tu de voir ça, ces changements-là? Oui, beaucoup. Moi, mettons qu'on veut
on voudrait bien être optimiste pour l'avenir, mais le réchauffement de l'eau, là, c'est quand même sérieux. Là. Depuis une vingtaine d'années, là, il y a un bon réchauffement. On a peur. Les pêcheurs ont peur pour leur stock de crabes, de crevettes. Ben, la morue, ils ont eu beau mettre un moratoire, mais pas revenu. Parce que l'eau se réchauffe, parce qu'il y a beaucoup plus de phoques qu'avant. Parce que tout ça ensemble, c'est peut-être pas un facteur, mais c'est tous ces facteurs-là ensemble. Mais de l'eau plus froide, de l'eau plus chaude, ça signifie moins de phytoplancton. Ben, c'est la base de la nourriture des baleines à long terme. À long terme, moi, je pense que ça augure pas bien. Non. Mais de leur dire qu'il n'y en aura plus, il va peut-être rester quelques baleines à bosse qui vont venir, peut-être des bleus, il n'y en aura plus. C'est ça, là. Parce que les grosses baleines, c'est évident que ça prend des stocks de nourriture pour les garder ici. C'est ça. Ils viennent pour ça, puis si la nourriture n'est pas là, ils ne resteront pas. Puis une bleue, on parle de quelques tonnes par jour. J'ai même entendu ça, je trouvais ça gros. Il y en a qui parlaient jusqu'à une dizaine de tonnes par jour. Avant, on osait à peine dire une tonne. Après, on a parlé de 2 tonnes. Là, c'est rendu à 10 tonnes. Ben, moi, j'ai entendu 15 tonnes. 15 tonnes, bon, tu vois. Moi, 16. C'est ça. Qui dit mieux? 20 tonnes. Ces baleines-là sont déjà rarissimes. Puis en plus, leur bouffe n'est plus là. Ben, on peut voir un avenir qui n'est pas nécessairement facile. Là. Qu'est-ce qui est bon aussi, c'est tous les groupes de pêcheurs et tout qui tentent de perfectionner leurs engins, des bouées qui vont s'actionner du bateau plutôt que des cordages, plutôt que d'avoir des cordages partout. Je sais que là, il y avait la semaine verte, là, la semaine passée, les pêcheurs de homards là, qui cherchent aussi des moyens là, pour baleines noires, baleines à bosse, partout, le Maine, les Américains. Partout, tout le monde cherche à amener des façons moins dommageables pour les animaux. Fait que ça finit par faire des petits parce qu'une grosse part des mortalités, c'est les collisions, c'est les empêtrements. Si la navigation commerciale prend des mesures plus attentives, si les pêches améliorent le technique, les engins, tout ça, ça devrait être positif à long terme. Il reste que le réchauffement, si ça agit sur la production de plancton et tout, c'est des problèmes qui vont être à régler, mais qui ne se régleront pas du jour au lendemain. Non, c'est ça. Puis aussi, justement, dans la semaine verte, cet hiver, il parlait du fleuve qui devenait de moins en moins oxygéné, qui devenait presque mort. Il y a certains endroits, des zones mortes. L'inoxie qu'ils appellent. Mais pour la crevette, c'est l'eau froide, hein, puis très oxygénée. La crevette, là, ils prétendent... déjà, ils ont coupé les quotas de moitié, puis ils prétendent peut-être la fermer d'ici quelques années. Là. Les thons qui rentrent, le homard qui s'en vient sur la Côte-Nord, le requin aussi, certaines espèces de requins qu'on ne voyait pas. Aux îles de la Madeleine, requin blanc, requin marteau. C'est ça, il y a tellement de trucs qui changent. J'ai hâte de voir, c'est ça. On dirait qu'on va. C'est comme une histoire qui fait peur. Là. On essaie de voir comment ça va finir. Là. Mais moi, je trouve ça. Qu'est-ce que je trouve aussi encourageant, c'est que les gens, justement, ils sont conscientisés à ça. T'sais. Moi, juste depuis ma courte carrière en tant que. Depuis 2018, je vois déjà que les gens. La mentalité des gens change. C'est les clients, là, surtout que je parle, là, puis même les capitaines, mais les clients s'ils voient une baleine. En début de saison, on voit un petit rorqual. Les gens sont émerveillés. J'ai raison, avant, en 2018, là, ça fait pas si longtemps que ça, mais je pouvais montrer 1 ou 2 baleines à bosse, puis j'avais des commentaires comme quoi OK, ben il y a juste ça. Ah ouais. Ah ouais. Des fois, il y en a encore des commentaires comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment énormément moins. Les attentes, c'est peut-être moi aussi qui change, là, mais j'ai l'impression que les gens sont vraiment plus conscientisés à la beauté du spectacle. Ouais. Qui est là. Mais l'animateur est pour quelque chose dans ça aussi. Ah oui. Si t'es bon animateur et tout, c'est sûr que t'expliques bien à ton monde, ça aide beaucoup à garder ton monde engagé puis en bon état spirituel et tout. Mais tantôt, tu me parlais de la clientèle et tout. Ce que je trouve le plus difficile, c'est des clients ils font pas ça pour mal faire.
ils font ça pour partager leurs expériences. Mais c'est des clients qui sont venus il y a 3-4 ans, mettons, puis que c'était l'abondance. Ah, la fois qu'on est venu, il y en avait bien plus. Il y en avait 5-6, ça sortait à côté du bateau, puis qu'ils te sortent toutes sortes d'affaires, puis là, tu as de la misère à boire un petit rorcal dans ta croisière. Ouais, t'as envie de leur dire... T'as une madame ou un monsieur en avant qui explique tout ça en disant quasiment on voit rien, là, et c'est rien comparé de ce qu'on a vu. Ouais. Ils le font pas pour mal faire, mais ça, mettons que c'est moins souhaitable. Ouais. On arrive à la fin de cette discussion. C'est fou, hein, déjà. Déjà. Simon, est-ce que toi, tu avais d'autres questions avant la question finale? Non, vas-y pour la question finale. La question finale. Si tu devais choisir un mot pour décrire le fleuve, Hugues, ce serait quoi? Bonne question. Un mot pour décrire le fleuve. Bon, je dirais terrain de jeu. Terrain de jeu. C'est incubateur, c'est plein de mots qui me viennent à l'idée, là, mais... Ça fait du bien être sur le fleuve. Hein. Ouais. Même c'est ça. Puis comme on se disait tantôt, là, on va le répéter, là, mais qu'après 45 ans, tu sais, c'est comme une drogue. On ne finit jamais par s'arracher de là. On finit pas de s'enlacer. Puis c'est drôle, tu sais. On dirait qu'au début, moi, tant qu'on l'apprivoise, le fleuve, tant que j'ai pas commencé, comme là, j'étais sur le bateau, là, à regarder le gros Nordais, je me disais, ça doit donc pas être drôle d'être au large, il fait froid, la vague, tu sais, c'est comme un milieu hostile qui t'emballe pas. Puis tranquillement, on commence à y aller, puis on l'apprivoise, puis on vient qu'on est à l'aise, comme dans notre salon, là, finalement. Oui, il y a toujours une petite anxiété en début de saison de se dire, oh là là, mais dans quoi je me réembarque pour plusieurs mois, puis finalement, une fois qu'on y est... Ouais, puis en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est le même à chaque année. C'est peut-être comme ça pour toi aussi, mais que quand on est dedans, on a du fun, puis on commence à être fatigué, puis on se dit j'ai hâte que la saison finisse. Puis finalement, quand la saison finit, 2 jours après, t'as hâte que ça recommence. Ouais, moi, c'est ça. Des fois, je finis là, à l'automne, puis mon chiffre est fini, mais je leur dis, là, si t'as de la demande, gêne-toi pas, appelle-moi, ça me fait de quoi d'abandonner. Mais rendu, c'est ça, après ça, c'est sûr que ça nous fait de quoi de lâcher un peu. C'est ça. C'est surtout le mauvais temps, puis les mauvaises sorties qui font que des fois, on a hâte de finir. Là. Ouais. Mais ça prend juste une bonne sortie. C'est ça, pour exactement. Que là, t'as plus envie d'arrêter, te recrinquer. Tu peux avoir un mois là, de marde, puis tomber sur une croisière. Là, pas une journée, là, une croisière débile. T'es comme, yes. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Vraiment. Je suis content de l'avoir fait, là, cet épisode-là. Moi aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Cet épisode vous a été présenté par Tourisme Côte-Nord et du Fleuve. La prise de son et la conception sonore sont réalisées par Sophie Kertic et Éric Cyr des productions Cat Toast. Nous reconnaissons que cet épisode a été enregistré sur un territoire Innu non cédé.